Daniel. Alors, je vais demander 1 minute parce qu'il faut qu'on faire où est ma présentation sur une clé USB. Et on commence. En attendant, on va profiter pour vous signaler que le mois prochain, l'intervenant sera de GEPAN, un de ses représentants, son ex-représentant, en la personne de Xavier Basso. J'espère aussi qu'on aura la chance d'avoir le nouveau représentant, c'est pas dit, il n'y a rien de sûr là-dessus. Et en plus de ça, ça ne se passera pas le premier mardi du mois comme on a l'habitude de le faire ici, et ça sera le 12 avril. Ne venez pas le premier mardi, parce que si vous voulez venir manger, vous pouvez, mais en dehors de ça, il ne va pas se passer grand-chose. Enfin, je leur en parlerai, et je vous le rappellerai encore avant de partir pour que ça soit bien ancré dans les mémoires. Je vais pouvoir commencer. Vous m'entendez? Voilà. Alors, pourquoi ai-je eu l'idée d'aller en Roumanie? En fait, ça a commencé sur un chantier archéologique autour des pyramides en Bosnie. Bosnie-Herzégovine, il y a un certain nombre de pyramides, alors pas reconnues par la communauté scientifique, mais qui existent quand même, qui sont à une trentaine de kilomètres de la capitale Sarajevo. Donc j'avais été sur ce chantier il y a maintenant, ça doit être 3 ans, si je me rappelle bien, et un soir, nous avons discuté avec une personne qui venait de Barcelone, qui s'appelle Birgit Müller, et qui avait participé à un voyage en Roumanie juste avant, avec un groupe d'Américains conduit par un éditeur qui s'appelle Peter Moon, qui est Sky Edition. Et elle nous a parlé du sujet de ce voyage qui était une découverte faite en Roumanie sous une montagne, ayant donné lieu à toute une série de livres traduits du roumain par l'éditeur Peter Moon, mais à l'origine en roumain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, un satellite géostationnaire du Pentagone, utilisé pour l'espionnage géodésique. Alors, avec une technologie bionique, ça c'est ce que j'ai recopié dans le bouquin, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, puisque je n'en sais rien. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont détecté une cavité importante sous une montagne, le mont Musekji. Alors, c'est une petite chaîne qui se trouve au nord de la capitale. Alors la capitale doit être par là, hein, Bucarest, et c'est à peu près 120 km au nord de Bucarest. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, on ne le voit pas, évidemment, puisque le lieu est interdit strictement. Ça, c'est une photo sur un site roumain, qui est le site du département 0, alors qui à l'origine était un département secret, puisque ça avait été fondé par Ceausescu à l'époque de la dictature roumaine, pour traiter de tout ce qui était les phénomènes non explicables, parapsychologiques, etc. Ce département était chargé, avec l'aide de la Securitate, qui était la police politique, on peut dire, à l'œuvre en Roumanie à cette époque-là, de détecter tous les cas chez des enfants particuliers, d'enfants qui posséderaient des capacités paranormales, dans le but de les repérer dans un premier temps et dans le but de les éduquer après, c'est-à-dire de les retirer à leur famille pour les entraîner. Les entraîner évidemment au service du pouvoir roumain de l'époque. Alors, depuis, il y a un site département 0 qu'on peut trouver, où on trouve un certain nombre
d'éléments, en roumain évidemment. Alors, c'est de ce site que vient ceci, alors c'est du roumain évidemment, et il montre le schéma de cette cavité qui est au-dessus d'une montagne. Alors ça, c'est une route nationale qui monte au nord de Bucarest en fait, et c'est une chaîne de montagnes qui s'appelle le Bucegi, puisqu'il y a plusieurs montagnes, et donc il y a deux sommets, ici et celui-là qui est un tout petit peu plus haut, mais la cavité est sous le plus haut des deux, et il y en a encore plus loin un qui est encore plus haut, quoi. Alors le mont où il y a la cavité, c'est Karaiman, et ça c'est Furnica. Et alors il y a un téléphérique qui part de la ville suivante qui s'appelle Sinaia, là c'est de la ville d'après celle-là, pour monter jusqu'au-dessus, parce que c'est un lieu touristique en fait, dans la mesure où il y a un sphinx, enfin vous allez le voir tout à l'heure, et des rochers assez curieux. Donc les Roumains viennent là assez nombreux. Nous on a rencontré du monde au-dessus, il y a des touristes, et en plus l'hiver il y a du ski, donc voilà, il y a des pistes. Alors ça c'est un dessin pris sur un site roumain. Alors le problème c'est que c'est pas parfaitement net, mais ça montre un petit peu la physionomie de la montagne, avec les villes dans la vallée et celles d'où partent les téléphériques là. Et il y a un autre téléphérique qui descend dans la vallée, et quand j'y étais, on était logé quelque part par... Non, on était en bas. Ouais, je sais plus très bien. On était quelque part par là, voilà. Donc, alors ça, c'est les rochers qui s'appellent Babélé. Donc là, je suis avec ma compagne. C'est les deux rochers. Ça fait partie des rochers qui sont au-dessus de cette montagne. Donc Babélé, c'est des rochers usés par l'érosion, tout simplement. Et le sphinx, alors en roumain c'est marqué Sphinxul, on a un beau panneau à côté qui est écrit en roumain évidemment, et c'est considéré comme le sphinx le plus ancien, donc dans la mesure où il est plus qu'usé. Alors c'est là que les Roumains viennent voir, on se balade ici. Alors la cavité souterraine, ils sont chacun à un bout de la montagne, donc Sphinxul est à un bout, Babélé est à l'autre bout, et la cavité souterraine est à 40 mètres de Babélé à la verticale, en dessous. Alors, à partir du moment où cette cavité souterraine a été détectée, alors ça, c'est évidemment des choses que j'ai pas vérifiées sur place. Sur place, on peut y aller. On ne peut pas aller à l'emplacement où il y a l'entrée, puisque quand j'étais en Roumanie, en Bosnie, l'année après celle où on avait rencontré Birgit Müller, j'avais vu des jeunes Américains qui étaient venus fouiller donc en Bosnie, sur la pyramide, et je leur ai parlé des bouquins de Radu Sinamar, traduits en anglais évidemment. Donc eux, c'est des Américains, donc ils savent l'anglais, et en fait j'ai passé un de mes livres, c'est-à-dire Transylvanian Sunrise, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire celui qui décrit la découverte à un Américain. Et en fait, aussitôt, c'est-à-dire le mois suivant, il est parti sur place et il essaie de trouver l'entrée. Et en fait, il n'a pas eu de mal à savoir sur quelle face c'était, puisque c'est sur la face où il y a la vallée et où il y a les villes. Et en fait, avec un ami, deux Américains, ils ont suivi tout simplement tous les chemins qu'il y avait sur ce versant pour essayer de trouver l'entrée. Alors à un moment, ils ont trouvé un chemin qui était un peu différent des autres. On voyait qu'il avait été élargi, qu'il avait fréquenté. Et ils ont trouvé surtout des constructions récentes abandonnées. Et en avançant, à un moment, ils se sont fait... ils ont eu des militaires qui se sont approchés d'eux et qui leur ont expliqué qu'ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là.
et ils leur ont dit que ce lieu était strictement interdit, ils leur ont dit de repartir. Donc en gros, ils avaient probablement trouvé, mais ils n'ont pas pu aller voir. Voilà. Alors, au moment où cette cavité a été trouvée, les Américains étaient au courant d'une cavité souterraine du même type en Irak. Et ça, c'était au moment de la guerre d'Irak. Et ils l'avaient détecté par les mêmes moyens, et ils avaient cherché à rentrer, mais il y avait des barrières énergétiques puissantes qui empêchaient tout accès. Donc en fait, ils se sont cassés les dents en Irak. Alors, en Roumanie, en fait, il y a eu un réseau de contacts de la franc-maçonnerie et du groupe Bilderberg qui étaient au courant de cette découverte par les Américains, par les satellites. Et eux-mêmes, par leurs réseaux internationaux, savaient qu'il existait ce service secret, donc département 0, qui avait été créé à l'époque de Ceausescu, mais qui avait été conservé au moment de la démocratisation de la Roumanie. Et donc, comme il y avait un problème de barrière énergétique, ils se sont dit, on va contacter quelqu'un de ce service, peut-être que lui pourra nous aider pour lever cette barrière. Et en fait, c'est comme ça que quelqu'un qui travaillait dans le service, qui s'appelle César Brad, alors César Brad, je vous garantis pas que c'est son vrai nom, hein. Mais enfin, dans les bouquins, il s'appelle comme ça, est contacté personnellement. Et la Securitate, à l'époque de Ceausescu, l'avait repéré en raison de sa naissance assez curieuse, puisqu'au moment où à la maternité, on avait voulu couper son cordon ombilical, le cordon s'était révélé extrêmement dur et avec des ciseaux c'était impossible. Donc le médecin qui a fait l'accouchement a été obligé d'aller chercher un scalpel. Alors là évidemment ça a marché et le cordon faisait 1,50 m, ce qui est complètement anormal. Alors la Securitate a été prévenue, ça c'est ce que témoigne César Brad dans le premier livre là, dans Transylvanian Sunrise. Ses parents ont été vus à l'époque par la Securitate, qui est venue immédiatement à la maternité quand ils ont été prévenus, et ils ont fait disparaître des archives de la maternité le dossier de la naissance, et ils ont demandé à ce moment-là aux parents de fournir tous les mois un rapport sur le développement de l'enfant, moyennant quoi le père de César touchait une petite somme mensuelle pour le rémunérer de son service. Alors au début, la jeunesse de l'enfant a été un petit peu curieuse dans la mesure où c'était un enfant très calme. Après, il a parlé excessivement tard, il ne voulait pas parler. Et autre aspect, il restait des temps très longs, sans bouger, on dirait entièrement intériorisé sur lui-même, quoi, comme en méditation. Et après, il y a eu une série d'événements curieux dans sa jeunesse. Par exemple, il a eu des facultés de prémonition vis-à-vis d'événements qui arriveraient à des membres de la famille, ou alors quelque chose qui est décrit dans un des bouquins, la maîtresse, enfin la professeure des écoles, on appelle ça comme ça maintenant en France, de sa classe distribue un petit poème à tous les enfants de la classe et leur demande de l'apprendre rapidement et après de le réciter. Et César, pendant qu'il reçoit le petit poème comme tout le monde, et puis il regarde par la fenêtre, il regarde autre chose, mais il s'en fiche, il n'apprend pas. Alors la maîtresse lui dit, mais César, tu vas savoir. Et il dit, oui, ça va. Et en fait, il l'avait juste entendu une fois, lu par la maîtresse. Et en fait, quand elle l'appelle, à la surprise de tout le monde, il récite parfaitement sans la moindre erreur. Alors l'institutrice, un peu choquée par ça, se dit, bon, peut-être que ses parents lui ont appris et qu'il connaissait, donc je vais faire un test autrement. Alors elle lui dit, est-ce que tu peux rester après la classe un petit peu ?
Alors le gamin il dit oui. Bon, et elle lui donne un texte que c'était impossible qu'il connaisse et plus long. Il le lit une fois et il le récite par cœur sans erreur. Alors là, elle se dit que vraiment il y a quelque chose qui cloche. Elle convoque les parents, elle leur explique que les parents sont assez interloqués, ils sont gênés et visiblement ils doivent avertir qui de droit. À l'âge de 10 ans, quand sa mère l'appelle pour aller manger le soir, César vient pas. Elle rappelle une autre fois, César vient toujours pas. Alors après, elle va dans la chambre voir ce qu'il fait. Et en fait, elle le trouve en méditation, 1 mètre au-dessus de son lit, en lévitation. Donc, évidemment, quand elle ouvre la porte, il est surpris, il retombe sur le lit. Et puis, avec son mari, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Ils se disent évidemment, on s'est engagé, donc on prévient. Donc, ils préviennent. Le lendemain, la sécurité et le département 0 viennent et ils lui disent désormais, c'est nous qui assurerons l'éducation de cet enfant. Et en fait, postérieurement, César dit, ça a été ma grande chance. Alors, sa grande chance, oui, tout simplement parce que son éducation sera assurée par quelqu'un qui se fait appeler Docteur Sienne. Et le Docteur Sienne, c'est quelqu'un qui, dans le cadre d'échanges entre la Chine et la Roumanie, alors à la fin de Ceausescu, vous savez sans doute que la Roumanie était un petit peu en froid avec l'Union soviétique, mais cherchait au contraire des appuis côté chinois, et donc y compris au niveau du paranormal. Et en fait, les services chinois avaient envoyé en Roumanie quelqu'un qui se faisait appeler Docteur Sienne, mais qui, après, c'est-à-dire dans un autre livre, le 2e, se révèle être un lama tibétain. Et en fait, il va faire une éducation au jeune César, qui sera une éducation spirituelle aussi. Il va lui apprendre des tas de choses, comme la transmission de pensée, etc. Et donc, c'est une éducation qui dépasse nettement, je suppose, ce à quoi les services secrets se seraient attendus. Alors, la cavité, donc là c'est le flanc de la montagne, le barrage énergétique semi-sphérique et le premier barrage d'énergie, donc à l'entrée, avec l'entrée du tunnel. Alors dans un premier temps, les Américains se disent on va essayer de contourner la première barrière énergétique et essayer de forer par là pour rejoindre directement le tunnel, et en fait leurs instruments qui étaient pourtant du matériel de forage des meilleures technologies n'y arrivent pas. Donc après ils creusent un tunnel en direction de l'entrée du tunnel qui était repérée par satellite, on savait où elle était, et donc c'est là que César Brad est appelé pour venir. Donc il pénètre dans le tunnel en premier, enfin quand il est ouvert, avec des gens qui étaient pour moitié des Américains, pour moitié des Roumains, essentiellement du département 0. Alors ils arrivent sur la barrière énergétique et il y a une énorme porte en pierre. Et en fait, des Roumains du service département 0 imprudents, les Américains, eux, sont complètement paniqués, ils restent vraiment à distance, parce que les Américains savent ce qui était arrivé à leurs collègues en Irak. Les Roumains sont moins prudents, il y en a 3 qui s'approchent de la barrière énergétique et arrêt cardiaque, donc 3 morts. Alors après, César repère en haut à gauche de la grande porte de pierre relativement lisse qui barrait l'entrée une petite plaque lisse. Il met sa main dessus tout simplement et la porte se met à coulisser et à s'effacer à l'intérieur de la montagne parfaitement silencieusement, en laissant apparaître ce couloir, qui est un couloir qui est éclairé de l'intérieur, sans qu'il y ait de luminaire, donc qui est éclairé, où il fait clair. Et donc après, qui a un angle et qui arrive à la salle hémisphérique.
Alors la salle, donc ça c'est le tunnel d'entrée. Donc ils arrivent là, il y a un nouveau barrage énergétique ici, et qui est levé facilement. Là, il y a moins de difficultés encore que la première fois. Et ils rentrent dans le grand hall de projection. Et partent derrière 3 tunnels, donc on va voir tout à l'heure, qui partent vers 3 endroits différents. Des tunnels quand même de 10 mètres de haut. Alors tout ça est très grand. Tout ça est très grand, tout simplement parce que les tables qu'ils voient après, qui sont des tables de projection holographique, sont dimensionnées pour des géants. C'est-à-dire une table, ça fait dans les 1,80 m, alors que chez nous, une table, c'est plutôt près de 70 cm. Donc, vous multipliez par 3 notre taille, à peu près. Et les tables, eh bien, on s'aperçoit en rentrant qu'en s'approchant, des hologrammes apparaissent au-dessus des tables. Alors, des hologrammes d'une taille de un peu moins de 2 mètres de haut, quoi. Donc, des vues en relief, certaines, par exemple, sur la biologie. Sur la biologie, vous pouvez avoir les espèces vivantes sur notre planète. Pour la plupart, ils trouvent des espèces qu'ils connaissent parfaitement, mais ils trouvent aussi quelques espèces qu'ils n'ont jamais vues. Et puis, ailleurs, on trouve des espèces existantes sur d'autres planètes, probablement dans la galaxie, enfin sur d'autres planètes, des espèces extraterrestres. On arrive en le demandant, parce qu'il y a des petits tableaux, genre de tableaux de commande dessus, on arrive à agrandir les images pour descendre jusqu'à la cellule et après pour descendre même jusqu'à l'ADN, aussi bien pour nous que pour les êtres d'autres planètes. Et on arrive même à avoir un exemple de ce que pourraient donner les croisements, s'ils sont possibles, entre, par exemple, un humanoïde terrestre et un humain d'ici. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal. Alors des choses évidemment sur l'univers, sur la science, sur des tas de choses. Là, il y a des choses dont ils n'ont pas compris à quoi ça pouvait servir. Là, c'est un amplificateur d'énergie, mais on ne sait pas très bien à quoi ça sert vraiment. Et puis là, il y a une projection sur le dôme qui montre des messages, des images, pardon, de l'histoire de l'humanité. Alors, ils ont exploré un certain nombre de parties de l'histoire de l'humanité qui donnent ce qui est dit dans le bouquin. Alors, pas dans le premier, parce que dans le premier, ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, quoi, en gros. Mais dans un des livres suivants, qui doit être le 3e, il s'étend un petit peu plus dessus, parce que les livres ont été publiés à quelques années d'écart à chaque fois. Donc, ça explique que il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire au premier qu'on peut dire un peu après. En fait, il y a des parties de l'histoire de l'humanité qui sont contradictoires avec les choses qu'on enseigne ici, mais qui par contre sont relativement plus proches des contes et légendes qu'on connaît ici. Et alors, il y a une amphore avec de la poussière d'or monoatomique. Alors, poussière d'or qui, pour l'alchimie, est connue comme moyen de longévité. Alors, bah, ça, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté, je l'ai déjà dit, voilà. Alors, les tunnels du fond, c'est quoi? Il y a 3 tunnels au fond. Le tunnel de gauche, environ 10 mètres de haut et 7 mètres de large. Le tunnel va en Égypte. Donc ça, c'est la console sur l'histoire de l'humanité, de projection. Et donc on a une partie droite, et on a après un coude, et après on a quelque chose de très curieux qui est une distorsion spatio-temporelle. Quand cette distorsion est ouverte par César, parce qu'il n'y a que lui qui, avec l'entraînement et l'enseignement qu'il avait reçu du docteur Sienne pendant 7 ans quand même, ça a duré 7 ans son entraînement avec le docteur Sienne.
Donc il arrive à lever facilement la distorsion spatio-temporelle, donc ils arrivent à une barrière de pierre, hein, comme à l'entrée des premiers tunnels, qui s'ouvre aussi, et après on tombe sur une série de cristaux qui... on ne sait pas très bien à quoi ça sert, hein. Il y a 12 cristaux de chaque côté. Voilà, et ça, c'est quand ils ont fait le voyage en Égypte, alors ça c'est le 3e livre, donc ça s'est passé plusieurs années après la découverte. Le Pentagone avait déjà été voir jusqu'au bout du tunnel en Égypte qui mène sous le plateau de Gizeh, et pour la mission auquel a participé César Brad, ils avaient laissé des boîtes avec de l'équipement pour quand même faire le voyage qui dure un certain temps. Vous allez le voir tout de suite. Alors pour aller en Égypte, des véhicules électriques sont utilisés. Alors ça c'est le 3e livre. De technologie américaine, par une équipe mixte américano-roumain, disposant d'un équipement informatique très très avancé. Ça, c'est les Américains qui avaient amené ça. Alors en ce qui concerne le véhicule, c'est un véhicule électrique qui circulait à 125 km/h, entièrement automatique, et ses batteries, c'était une batterie nucléaire utilisant la fusion froide. Alors ce qui officiellement ne peut pas exister. Vous l'avez sans doute vu déjà. Alors, malgré tout, même à 125 km/h, pour faire 2000 et quelques kilomètres qui séparent la Roumanie du plateau de Gizeh, ça met quand même un certain temps. Hein, c'est-à-dire ils ont été obligés de dormir une nuit dans le tunnel. Mais ils avaient de la nourriture qui avait été approvisionnée. Alors, le tunnel aboutit à cette chambre occulte, 260 mètres sous le plateau de Gizeh, et donc ça c'est le Sphinx, la pyramide de Khéops. Alors, chose curieuse, sous la pyramide de Khéops, il y a une des personnes qui participait à l'expédition qui connaissait bien le lieu, donc d'un service américain, et qui avait fait partie d'une équipe américano-britannique qui, en 2001, avait exploré ce tunnel. Donc un tunnel qui était sous la pyramide de Khéops, et avec les moyens de détection, ils s'aperçoivent que le tunnel partait en direction de la chambre occulte, là, de celle-là. Sauf qu'après, il se terminait par un tunnel perpendiculaire qui ne va nulle part et qui s'arrêtait. Ils ont trouvé des traces de combat à l'intérieur de ce tunnel, avec un squelette d'extraterrestre type reptilien, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre? Alors, une chambre en forme de rectangle, hein, parallélépipède, avec un cristal couleur de rubis, une installation, un cylindre, un demi-cylindre avec un siège et une couronne de métal, une bande de métal incrustée de cristaux de quartz, qui était en fait quelque chose à se mettre autour de la tête. Et ici, une plateforme à antigravitation, c'est-à-dire quelque chose qui restait en l'air sans qu'on y touche. Et en fait, si on se mettait dessus, puisque des gens ont essayé, d'une part on tient dessus, et d'autre part, par la pensée, on peut lui demander de se déplacer. Et ça se déplace. Comme le tapis d'Aladin, un petit peu. Voilà. Alors ça, en fait, ils ont trouvé ce que c'était. C'est une machine à faire voyager la conscience dans le temps. Et au mur, c'est une bibliothèque, en fait. Tout ça, c'est une bibliothèque avec des petits blocs, on va dire, un peu de la taille d'une ancienne cassette VHS, pour vous donner une idée, quoi. Et en fait, c'est des informations
c'est une mémoire de la science, c'est une mémoire de l'histoire, c'est une mémoire c'est des annales akashiques, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est des montagnes de connaissances. Alors, le groupe américain qui était là, dans le véhicule avec César, bon, ils n'étaient pas très nombreux, une petite équipe, ils ont replacé quelques-uns de ces petites annales dans leur casier, et ils en ont repris une soixantaine. C'est les premières, et ils avaient réussi à les analyser pour voir ce que c'était et voir comment on pouvait les décrypter. Et en fait, ils avaient décidé de prendre tout petit à petit, en prenant, en ramenant, etc., etc. Alors quant à ça, la machine à faire voyager la conscience dans le temps et dans l'espace, ils ont été plusieurs à essayer, mais en fait, il faut être extrêmement entraîné et avoir un niveau je ne sais pas comment appeler ça, entraînement psychologique, mais même c'est niveau de conscience en fait, c'est un niveau de conscience plus qu'autre chose pour y avoir accès. Et en fait, il n'y a que César qui a vraiment possibilité d'avoir accès très très facilement à ça. Radu Sinamar essaye, et en fait il échoue en partie. Il arrive après la troisième tentative, il arrive à faire un petit voyage dans le temps, et en fait il fait la bêtise de vouloir voir le creusement des tunnels, et il se retrouve face à des êtres assez hideux, beaucoup plus grands et forts que nous, mais massifs, et en fait il panique et il arrête vite. Donc César, lui, il maîtrise bien, et en fait, alors dans le bouquin, il y a toute une série de pages que j'ai traduites d'ailleurs, il a voulu explorer la vie de Jésus-Christ. Donc il y a une vingtaine de pages dans le livre sur la vie de Jésus-Christ. Voilà, alors la vie de Jésus, elle est aussi dans la salle de projection du Boucetji, elle y est avec plein d'événements de la vie de l'humanité. On peut avoir la conquête d'Alexandre le Grand, on peut avoir n'importe quoi là-dedans. Et donc dans le Boucetji, on pouvait voir la crucifixion de Jésus. Et César, lui, il explore la vie de Jésus, y compris la crucifixion, et il voit un certain nombre de choses étonnantes. Alors la majorité étant relativement conforme à ce qu'on peut savoir en lisant les évangiles, mais il y a une chose qui n'est pas dans les évangiles, mais qui est très très présente, c'est le fait que Marie-Madeleine, enfin celui qui identifie rapidement comme étant Marie-Madeleine, est vraiment tout le temps à côté de Jésus. Et le soir, quand les disciples sont partis, ils repartent tous les deux ensemble. Alors après la crucifixion et la descente de son corps, un tremblement de terre auquel César Brad assiste en projection de conscience, je précise. Mentionné dans Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu 51, on trouve le tremblement de terre et un orage terrible. Et il voit l'orage, et il voit pendant l'orage 2 énormes disques volants dans le ciel, entourés de lumière orange et bleue clignotantes, et qui semblent tourner autour des disques. Et ces disques émettent des cônes de lumière puissantes qui éclairent le sol, permettant de voir en pleine nuit les moindres détails. Alors, les disques volants ont été mentionnés, je me souviens, à Harpa Ufologique il n'y a pas longtemps. Donc ça se recoupe, c'est intéressant de voir que ça se recoupe. Alors, César Brad a donc fait le récit, je ne sais pas combien je suis, de ses découvertes, mais aussi de son itinéraire personnel. Et en fait, il a choisi Radu Sinamar. Alors, je ne sais pas comment il se connaissait, je ne sais pas si Radu Sinamar est son vrai nom non plus, c'est peut-être aussi un pseudonyme, je ne sais pas.
Et donc il n'a pas seulement raconté l'histoire de la découverte, mais il a retranscrit toute une série de messages qui ont été donnés pendant l'éducation de César Brad par le docteur Sienne sur les sujets les plus divers, hein, sur la vie, sur les différents niveaux de conscience, les différents niveaux de la réalité, sur le niveau éthérique, sur tout ce qu'on veut. Hein. Donc la force de la pensée, entraînement à transmission de pensée, l'univers. Et alors, il n'y avait pas seulement un enseignement qui était quand même très influencé par c'est un Lamatti-Beta qui le fait, donc ça va être des concepts venus de l'Orient. Mais ils n'étaient pas non plus hors de la Roumanie. Or, en Roumanie, à l'époque de la fin de Ceausescu, il y avait une personne qui était importante dans le milieu orthodoxe. C'était un genre de saint, Arseni Boka, qui avait des capacités très étonnantes. Hein. Je vous raconte par exemple une anecdote, alors c'est pas dans ces bouquins-là que je l'ai lu, c'est ailleurs. Pendant la guerre, Arseni Boka recevait en tant que moine beaucoup de personnes qui étaient des femmes surtout, qui avaient leur mari qui était parti à la guerre. Et en fait, quand il les voyait, il suffisait qu'il les voie et il lui dit vous, faites une croix dans votre jardin derrière la maison, ce qui voulait dire il est mort. Vous, dépêchez-vous de lui envoyer un paquet. Et en fait, effectivement, il se confirmait qu'il ne s'était pas trompé. Elle envoyait un colis et ça arrivait bien aux soldats. Et donc, il était connu pour ses capacités, à tel point que Ceausescu, qui normalement pourchassait quand même l'Église orthodoxe, hein, il a été consulté Arseni Boka 2 fois. Et la deuxième fois, c'était peu de temps avant la chute de la dictature, il lui a dit il faudrait que vous changiez complètement votre méthode de gouvernement, sinon ça va se finir très très mal et vous allez mourir dans des conditions violentes. Et en fait, Ceausescu pique une colère pas possible. Après ça, Arseni Boka est pourchassé, on va dire, et il meurt pas très longtemps après. Et en fait, il avait même prévu sa mort. Alors depuis, il est considéré comme un saint en Roumanie, et alors ça je ne l'ai pas vu, moi j'ai été quand même dans ce lieu pour voir, j'ai été voir la tombe d'Arseni Boka. Il y a des quarantiers qui viennent, il y a des gens qui viennent avec des couronnes de fleurs, des bouquets de fleurs, et qui viennent les faire quasiment bénir par la tombe, parce que souvent ils repartent avec. Alors autre chose liée à la religion orthodoxe en Roumanie, au milieu au pied du mont Bucegi, je vous ai montré tout à l'heure une petite vallée où nous avions dormi dans un genre de foyer de montagne quelques nuits, et il y a une rivière qui coulait au milieu de ce petit vallon qui s'appelait la rivière Yalomita, et une grotte en haut de la rivière, à l'intérieur de laquelle avait été construite une petite église orthodoxe, et devant l'entrée de la grotte, ça c'est la petite église, alors c'est pris du fond, c'est la petite église, mais devant il y a un monastère. Et ça, c'est une photo que mon ami a fait quand on a visité la petite église orthodoxe. Et à notre grande surprise, en regardant la photo après, on a vu ça. Vous voyez que c'est symétrique par rapport à la croix. Désordre. Étrange. On les a pas vus, hein, on les a pas vus, c'est en regardant la photo. Et après, on est redescendu le long de la rivière. Et en fait, sur ma photo, à nouveau, des choses curieuses.
Alors, dans une autre région de Roumanie dont les livres parlent, c'est les monts, alors c'est pas les monts Sureanu, c'est les monts, je sais pas, j'ai un bouquin là, Orasti, voilà, Orasti, les monts, ah oui, j'ai marqué dessus, Orasti, la vallée des anciennes forteresses d'As. Donc c'était la vallée où il y avait l'ancienne capitale des Daces avant l'invasion romaine, donc qui s'appelle Sarmizegetuza Regia. Donc ça c'est les restes, c'est les ruines de la capitale, enfin du mur qui entourait la capitale. Et ça c'est une partie de la zone où il y avait la partie sacrée de Sarmizegetuza, avec ici un grand cercle avec, on va dire que c'est les repères des cycles de la Lune, et ça fait 360 petits plots. Donc on va dire un calendrier lunaire. Dans la région alors, où ça se trouve tout ça, c'est un peu plus à l'ouest, par rapport à où on était et où se trouve le Bousedji. Le Bousedji, si vous voulez, c'est par ici, et là on était par là. Alors ça, c'est une des forteresses d'As. Alors, le livre décrit dans cette région, alors ça c'est dans le dernier de la série des 4 livres, une découverte très étonnante. Donc après la chute de la dictature roumaine, il y a eu d'énormes efforts d'archéologie pour retrouver le passé de la Roumanie, en particulier la grande campagne de fouilles dans la vallée des forteresses d'As, donc qui a permis de découvrir, de mettre à jour ce site, de mettre à jour Sarmizegetuza. Et pendant cette campagne de fouilles, par hasard, un jeune qui travaillait comme assistant pour un de ceux qui étaient chargés des fouilles découvre une fente dans la roche et y rentre. Et en fait, elle est réexplorée après par un professionnel, et lui. Et en fait, ça se révèle un lieu extrêmement étonnant, puisque petit à petit, la paroi des tunnels, on voit apparaître des filons d'or sur les parois, et puis quand on avance encore plus loin, c'est le mur entier qui est en or, et puis le sol et le plafond sont en or, et à la fin ça se finit par une salle avec 7 trônes d'or, autour d'une table allongée en or. Alors en fait, il y a peu de gens qui ont été dans ce lieu, hein. Il y a le jeune garçon, il y a l'archéologue qui l'a emmené, et après il y a 2 personnes des services secrets qui y ont été aussi. Le problème, c'est que derrière la table allongée et le trône, alors si vous voulez, il y a une table, 3 trônes d'un côté, 3 trônes de l'autre, un trône au fond, mais derrière le trône du fond, il y a un genre de puits de forme elliptique, et dans ce puits, on voit un autre espace, une autre planète. Et en fait, le jeune, en présence de l'archéologue, fait la bêtise de s'approcher, de se pencher, il est aspiré. Et après, il y a le même incident se renouvelle avec une autre personne de l'équipe, cette fois-ci des services secrets. Donc après, et alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que les 2 personnes qui avaient été là avec lui dans cette cavité reviennent vers Bucarest, et ils ont un accident de voiture et ils sont morts tous les 2. Donc c'est vraiment... alors après, ils ont énormément paniqué, et du coup, ils ont bétonné l'entrée. Ils ont remis de la terre dessus, donc on ne sait même plus où c'est. Alors, l'or, c'est quelque chose de vieux en Roumanie. Alors, vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques années, ou même assez récemment, de projets de mine d'or en Roumanie, qui a dû être abandonné à
cause d'énormes manifestations de la population de la région, et y compris de manifestations très importantes à Bucarest, dans la mesure où la mine d'or, pour extraire l'or, on a besoin de cyanure, et évidemment, on aurait pollué toute la région. Alors, on retrouve dans le musée d'histoire de la Roumanie à Bucarest des objets en or réalisés entre 4 et 5 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est voilà. Le type d'objet qu'il y a dans la vitrine. Donc, c'est quelque chose d'ancien en Roumanie. Vous voyez quand même que ça fait un passé très lointain. Oh, il y a de la mise en page qui ne colle pas. Bon. Voilà. Alors, dans le deuxième livre de la série, il y a un autre portail spatio-temporel, parce que je vous ai parlé du puits, qui probablement est un portail. Il y en a un autre, cette fois-ci, qui sont pris par les personnes du livre, c'est-à-dire Radu Sinamar, Repasundi, mais Repasundi, c'est le docteur Sienne, qui n'avait pas donné son vrai nom. Et le Yidam, c'est un géant qui les accompagne, qui est créé par la pensée. C'est assez curieux, ce truc. Voilà. Et alors là, c'est un... Alors, on était tout à l'heure, la vallée des forteresses d'As, c'est ici. Il y a une ville qui s'appelle Deva, qui se trouve par là. Donc, au nord de Deva, on a les monts métallifères. Et ici, il y a un plateau. Et c'est en grimpant en direction de ce plateau qu'ils se retrouvent, leur petit groupe, donc Radu Sinamar, Repasundi, donc le lama tibétain, et le Yidam qui les accompagne. Petit à petit, leur horizon se rétrécit sur les côtés, devient foncé, et petit à petit, une autre réalité vient se mettre à la place. Et il continue de progresser, et après c'est le chemin lui-même où il marche qui n'est plus le même, et tout l'environnement a changé. Ils sont en plein Tibet sur un chemin pierreux, et ils arrivent à une grotte où une déesse Machandi, grande, c'est-à-dire plus grande que nous, très belle, à la peau bleue. À la peau bleue, mais c'est pas surprenant pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie indienne, puisqu'on trouve beaucoup de personnes à la peau bleue dans la mythologie indienne. Et la déesse qui les accueille leur remet un mystérieux parchemin qui concerne 5 enseignements pour l'humanité, utiles pour la période de turbulence à venir. Alors, donc voilà les livres qui ont été édités successivement en roumain. Donc, ça a été édité très vite après la découverte. Ça, c'est le livre où on décrit le voyage au Tibet, avec le portail spatio-temporel. Ça, c'est Mystère d'Égypte. Ça a été édité encore quelques années après. Ça, c'est le dernier, encore un petit peu après. Donc, c'est le parchemin secret. Alors, l'ensemble a été traduit après. Alors, c'est Peter Moon. Alors, je ne sais pas comment il a eu connaissance de ce qui est arrivé à Radu Sinamar et des livres roumains. Enfin, le fait est que Peter Moon, donc éditeur américain, a décidé de faire traduire les livres en anglais et les éditer. Donc, Sky Editions. Et là, on peut les commander facilement sur Amazon ou autre d'ailleurs. Voilà, alors là c'est les bouquins. Alors, la découverte du Mont Bucegi a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans les journaux roumains. Alors je crois que ça va être le tome 2 qui les mentionne. Donc il passe en revue un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans la presse là-bas sur tout ça. Et il y a des émissions qui sont passées aussi à la télé roumaine sur ça, sur le Bucegi. Il y a eu une émission un peu plus récente à l'occasion de la découverte à Rosia Montana. Donc Rosia Montana, c'est là où il y a les mines d'or et là où il devait y avoir le creusement d'une nouvelle mine gigantesque d'or qui devait faire sauter 4 montagnes
pour en faire d'énormes carrières à ciel ouvert. Donc c'est ça qui a été bloqué par la protestation de la population. Et à Rosia Montana, ça doit être Rosia Montana, on a trouvé un squelette de géant, vu que la tête est quand même grande. Et là, c'est en Olténie, c'est une région qui est un peu plus au sud. Plus au sud, en descendant vers la frontière serbe. Alors, le genre de choses qu'on trouve à la télévision roumaine, alors c'est sur Internet, hein, c'est sur Antenne 1. Alors, imaginez TF1 version roumaine, quoi. Voilà. Et alors là, c'est grand spectacle, hein, c'est très très spectacle, avec les jeunes femmes court-vêtues qui vous présentent, pour montrer la dimension qu'ils peuvent avoir, un pantalon conçu pour un des géants dont on a retrouvé les squelettes. Un truc je pense en résine, montré par un type un peu rigolard, et puis évidemment quelques photos parfaitement bidons du tunnel, parce que les tunnels ils sont bien plus larges et bien plus hauts, je pense, que ça. Ce qui est montré de la salle hémisphérique, en fait, il montre une salle en parallélépipède avec une table unique. Il parle, pour ce que j'ai pu comprendre, il parle effectivement d'hologrammes, mais je ne sais pas ce qu'ils en disent. Alors évidemment, pendant l'émission, ils interviewent quelqu'un qui est pas loin, quoi. Voilà, pour faire sérieux. Et c'est des géants, sans traduction automatique, hein, des géants au tunnel secret du Boussépi. Voilà. Oups, attendez. Ça, voilà. Et puis tous les livres, vous pouvez les trouver en anglais sur Amazon, donc rien n'est traduit en français. Le texte de Transylvanian Sunrise, c'est-à-dire le premier. Alors je suis désolé de la couleur, sur mon écran ça donne pas ça. Mais j'ai mis quelques papiers au fond que j'ai imprimé avec cette page. Alors par contre, il y a une traduction en français sur un site français d'un texte qui a été trouvé sur un site roumain qui raconte, qui résume un petit peu la découverte. Voilà. La traduction des livres en français n'existe pas. Voilà. Je réponds à vos questions, si vous en avez. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, C'est le moment. vous pouvez... Pardon. C'est spécial. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui est devenu maintenant le César Brad Attendez, j'espère que ça marche. Oui, alors, oui, malgré tout, toutes ces personnes ont changé de responsabilité. César Brad, au moment de la découverte, il était responsable d'un département, enfin d'un service, on va dire, au département 0. Sachant qu'en fait, il y était resté depuis l'âge de 10 ans dans ce département, puisqu'il avait eu toute son éducation à l'intérieur du département 0, et maintenant il dirigeait un service. Ça, c'est l'époque de la découverte. Après, quand les différents tunnels ont été explorés, c'est-à-dire le tunnel vers l'Égypte, qui fait l'objet du livre numéro 3. Le tunnel du milieu. Alors ça, je ne vous ai pas dit ce que c'était, le tunnel du milieu, je vous le dis maintenant. C'est le tunnel vers l'intérieur de la Terre. Et le tunnel de droite est un tunnel qui se divise en plusieurs embranchements, dont un embranchement va en Irak. Donc en Irak, c'est la fameuse cavité que les Américains n'ont pas pu visiter. Un autre embranchement va en Roumanie, à un autre endroit, mais je ne saurais pas vous dire où il se trouve. Et un troisième embranchement va en Mongolie et un autre au Tibet. Donc voilà, alors le tunnel du milieu aussi
visiter, mais pour le moment, c'est des choses qu'on ne peut pas révéler visiblement, hein, de même que le tunnel de droite. On ne sait pas où ça mène, mais il est certain que ça doit être visité, sachant que César Brad, maintenant, il est responsable avec des contacts avec les populations qui vivent sous la terre. Voilà ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressortent pas, hein, évidemment. Donc on peut espérer un 5e bouquin avec ces... Oui, sûrement, mais alors, ce qu'ils expliquent à un moment dans un des livres, c'est que ce qui est publié pour le moment, c'est ce dont on peut parler pour le moment. D'ailleurs, on voit qu'il y a une évolution, il y a des choses dont on ne peut pas parler au moment du livre numéro 1, et on peut lever un petit bout de secret dans les livres suivants. Il est certain que le livre, s'il y en a un qui parlera des découvertes de l'intra-terre, celui-là, on le verra quand des choses seront rendues publiques, hein, on ne le verra pas de sitôt. Alors évidemment, il y a énormément de questions face à cette présentation, mais moi je meurs d'envie de savoir qu'est-ce que c'est que de l'or monoatomique. J'en sais rien. C'est de la poussière, Poussière, je sais pas. J'en ai jamais vu. Oui, je posais une question, enfin, tu pourrais donner une réponse globale. De savoir cette bibliothèque, ça ressemble exactement à quoi? Comment... Alors, c'est pas des livres. Ce sont des pierres gravées? Non. C'est pas des pierres gravées, c'est des... Holodeck. Ouais, c'est quelque chose qui paraît minéral, enfin on sait pas très bien ce que c'est, en quelle matière c'est, mais c'est quelque chose dont le volume contient la mémoire. C'est des mémoires, on va dire. Mais voilà. C'est comment on les décrypte, non? Alors, les Américains, visiblement, ont trouvé, en cherchant, ils ont fini par trouver la manière que ces pierres, que ces volumes, on va dire, ça ne s'ouvre pas, il n'y a rien qui s'ouvre là-dedans. Si on arrive à les activer pour qu'ils ressortent, je pense, beaucoup sous forme d'hologramme, quoi. Ils ressortent des connaissances. Et enfin, est-ce que tu penses que ces découvertes font partie d'un processus de divulgation générale? Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça devrait faire partie, effectivement. Alors, sachant qu'au moment où la découverte a été faite, alors ça c'est décrit dans le premier des livres, les services roumains souhaitaient progressivement que tout soit rendu public. C'est-à-dire que l'humanité est la révélation de ce qui a été trouvé en Roumanie. Le Vatican a évidemment été contacté parce que je vous ai dit déjà qu'il y avait des choses qui concernaient la vie de Jésus, il y a sûrement d'autres choses qui concernent le Vatican là-dedans. Donc le Vatican a été contacté et par exemple la transcription de ce que César Brad a eu comme message en assistant à des scènes de la vie de Jésus, tout ça, ça a été remis au Vatican, hein, de même que tout ce qui était vu sur la table, sur les mémoires de l'humanité, a été transmis au Vatican. Alors le Vatican a répondu en disant qu'il y a déjà certaines choses là-dedans dont ils étaient au courant. Voilà, et en fait, alors 2 évêques ont été, alors ça c'est ce qu'on voyait sur le blog de Radu Sinamar à l'époque où il existait, maintenant il n'existe plus. 2 évêques, mais c'est mentionné dans un des livres, hein, 2 évêques ont été invités à visiter ce lieu. Oui, bonsoir, je suis ici. Oui, alors, étonnant, particulièrement intéressant. Moi je fais un parallèle avec quelque chose que j'avais lu il y a quelques années en arrière, concernant, bon bien sûr, un ouvrage, donc un livre qui traitait essentiellement, pour le coup, de Agartha, Terre Creuse. Et c'était donc à la fin de ce récit, il y avait un autre auteur qui avait mis en annexe, sur une vingtaine de pages à peu près, une description qui ressemble étrangement à ce que je viens de lire, de ce que vous venez de raconter, d'expliquer. Et holodeck, donc toutes ces technologies permettant
visionner et compulser toutes sortes d'informations, un peu à la manière d'une bibliothèque, bien sûr, sous forme d'hologramme, de pièces avec des technologies qui nous dépassent, de transmission, peut-être liées à du spatial, enfin peu importe. Hein. Mais en tout cas, c'était un lieu qui avait été décrit avec une entrée très très secrète, qui s'escamote un peu à la manière de ce bloc de pierre qui se glisse sans bruit, et qui s'enfonçait de la surface directement, une cavité s'ouvrait, avec une pente douce, on pouvait descendre en voiture dans un réseau de galeries avec une ouverture, des choses à base d'électromagnétisme, comme vous avez situé pour des barrières de protection et tout ça. Et c'est vraiment presque... Excusez-moi, pouvez-vous venir à votre question, s'il vous plaît? Parce que c'est l'heure de questions et de réponses, il y a d'autres qui veulent poser des questions. Non, c'était juste pour... C'est intéressant. Voilà, voilà. C'est le partage, monsieur. C'est du partage. On n'a pas forcément des questions. On peut aussi apporter sa pierre. Excusez-moi. Désolé. Par respect pour l'intervenant, votre pierre limite de l'or monoatomique. C'est une poudre très fine, donc chaque particule est composée d'un seul atome d'or. Voilà, réponse à la question. Prochaine question. Oui, c'est bon. La théorie de la Terre creuse était décriée parce que les scientifiques prétendaient qu'il y avait le magma au centre, donc par conséquent la théorie de la Terre creuse ne pouvait pas exister. Est-ce que quelqu'un a une info là-dessus? Alors, oui, la seule chose que je peux répondre, c'est là, ce qui est décrit, c'est pas une Terre complètement creuse, c'est des réseaux de tunnels et de cavités excessivement importants. J'en ai parlé à quelqu'un qui a une grande culture des textes sacrés de l'Inde, et il m'a dit que dans les textes sacrés, effectivement, on mentionne un réseau de tunnels reliant les différents continents qui est mentionné dans les Védas. Donc ça doit exister dans un certain nombre de connaissances. Alors, il ne s'agit pas d'un grand vide à l'intérieur de la Terre, pour ce que je peux en savoir. Il s'agirait plutôt d'un réseau extrêmement grand de tunnels et de cavités. Mais monsieur là-bas avait eu un bout de réponse aussi, peut-être. Oui, alors, la Terre creuse, c'est un vaste sujet. Alors, il faut savoir une chose scientifique. À trois époques différentes, nous avons eu les moyens avec moyens, bien sûr, hein, évidemment, par diverses possibilités, surtout des infrasons, des infrafréquences, qui permettent de sonder le sol. Il s'avère que, techniquement, réellement, aujourd'hui, on est arrivé à le record mondial, c'est les Russes qui le détiennent, c'est 14 km seulement de profondeur dans la croûte terrestre, donc on ne connaît pas vraiment ce que nous avons sous nos pieds. Nous avons des estimations. Alors il faut repenser par les graphes donnant les chemins de propagation des ondes P et S. Il faut savoir que les trois expériences ont donné toujours la même réponse. Nous avons deux hypothèses. À un moment donné, à une certaine profondeur, nous avons soit du liquide, soit du gazeux. Mais la pensée officielle a préféré arbitrairement d'écarter le côté gazeux pour ne conserver que le côté liquide en le remplissant de cette information comme quoi ça peut être un océan magmatique autour du noyau ferrugineux. Mais le problème, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Qui a fait l'œuf ou la poule en premier? Éternelle question un peu qui est à rappeler du serpent Robos qui se mord la queue. Il faut remonter à la création de l'univers. Après le Big Bang, nous avons une... Non, mais je vais faire court. Bon. Parce que là, on va dormir, là, dans pas longtemps. Elle est décriée quand même, hein, cette façon dont la création s'est faite pour former les planètes. Deux théories s'affrontent. Moi, je pense que la création s'est faite autour de protoplanètes qui étaient en fait des parties de notre soleil central. Et qu'en fait, la distribution de tous les soleils dans l'univers, les planètes font partie un peu de cette petite matière de soleil qui, en séchant avec un disque d'accrétion en fonction des vitesses de rotation et de la gravité, forme
d'abord une langue de terre, d'abord sur le plan de l'équatorial, et ensuite, avec la réduction de la vitesse vers les pôles, ralentit et forme une épaisseur qui est loin du centre de la Terre. Donc on peut très bien, par hypothèse, imaginer d'avoir un ciel gazeux entre un petit soleil central et une croûte terrestre. Les deux sont valables. Voilà, on passe à la prochaine question, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir Monsieur Obanna. Moi la question se reporte à avant, puisque ces textes sont plus récents en quelque sorte. Je me rappelle un texte assez ancien qui est de vous-même, qui a été publié chez Robert Laffont, à l'époque le texte Les ovnis en URSS. Je n'ai rien publié, je précise. Vous êtes bien Monsieur Yon Obanna? Non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout. J'ai rien publié. Autre question. Oui, ces galeries souterraines roumaines qui aboutissent au Tibet, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'elles aboutissent à la Garda, si on va par là. Oui. Je ne peux pas répondre. On passe à la suivante. Nico. Je vous répète que les galeries au Tibet ne sont décrites dans aucun des 4 livres, donc je ne peux pas vous répondre. Allez-y. Je suis étonné que vous parliez de la pyramide de Bosnie, là. Mais en même temps, vous ne parlez pas en clair de ce qu'il y a comme possibilité dans les recherches qui ont été faites. Là. Il y a des émissions qui sont très caractéristiques dans la pyramide de Bosnie. Et ça se reproduit dans d'autres pyramides dans le monde entier. Et là-dessus, il faudrait peut-être aussi avoir des éclaircissements. La deuxième pas réponse, mais je suis content d'apprendre que le Christ était bien, vous confirmez que le Christ était bien marié à Marie-Madeleine. Et ça intéresse tout le monde, parce qu'on l'a fait passer pour une prostituée. Bravo. Alors marié, je ne sais pas si c'était passé devant monsieur le maire ou devant monsieur le rabbin. Est-ce que tu peux nous parler de la présence roumaine en Inde? Oui. Alors, la présence roumaine en Inde, il y a quelque chose d'excessivement intéressant dans le 4e de la série des livres. C'est tout un chapitre qui est consacré au lien entre l'Inde et la Roumanie, et liens qui sont liens qui sont en quelque sorte à l'envers de ce qu'on dit actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, la civilisation indo-européenne et l'indo-européen ancien, c'est ce qui est dit dans le 4e bouquin, serait parti à l'origine de Roumanie et pas d'Inde, serait arrivé en Inde suite à des circonstances en Roumanie qui paraissent être un énorme conflit, qui est la guerre, alors qui se rapporte à la légende de Rama et Sita, Sita qui cherche à récupérer Rama qui avait été enlevé. Alors les textes indiens d'habitude on localise ça plutôt à Ceylan, à Sri Lanka, et le texte de, alors ça c'est dans le 2, où la rencontre avec la déesse bleue, qui dit avoir été une des suivantes de Rama, et qui dit que les combats se sont déroulés en Roumanie, et de là, après, une population a émigré vers l'Inde, et a développé effectivement les cultes, etc., en Inde. Alors, on trouve des noms en Roumanie qui sont des noms issus du roumain, enfin des noms issus de la mythologie indienne. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de la ville de Deva, qui est juste au sud des monts Métallifères et au nord de la vallée des citadelles d'As. Deva, c'est un nom complètement indien. Et il y a même Sita, par exemple, il y a une petite ville en Roumanie qui s'appelle Sita. Sita, c'est indien. Et il y a des tas
On a retrouvé, alors ça c'est dans le livre, moi j'aimerais bien les voir parce que je ne sais pas si elles sont déjà dans des musées, mais on a retrouvé pendant les fouilles qui se sont passées dans les années 2002-2003 dans la vallée des Forteras et ailleurs en Roumanie, on a retrouvé des tas de statuettes où on retrouve complètement des divinités de la mythologie d'Inde. Oui. C'est tout à fait normal, puisque de toute façon, les traces sont tout à fait indo-européennes. Oui, bien sûr. Non, et puis on parle aussi, des Roms, qui seront une population qui serait venue d'Inde au XIVe siècle. Hein, ça, c'est ou avant. Vous avez les Illyriens, vous avez les Cimériens, vous avez les Sarmates, ce sont des peuples qui viennent d'Indo. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Non, mais c'est ce que dit... C'est pas ça, c'est ce que disent les livres. Moi, je ne peux vous dire rien d'autre que ce qu'il y a dans ces bouquins. Et en fait, qui disent que les combats de l'épopée de Rama et Sita, ça s'est passé en Roumanie, et après, ils ont fui vers l'Inde. Et que, alors, il y a des recherches qui ont été faites par des ethnologues ou par des scientifiques roumains sur la linguistique et les racines communes entre l'Inde et le roumain ancien, donc ce qu'ils appellent le parler des paysans anciens. Donc des traces ont été retrouvées et en fait l'ancien indo-européen, pour eux, c'est ce qui a des hypothèses développées dans le bouquin. Moi je peux rien vous dire de plus que ce qu'il y a là-dedans. Au niveau linguiste, c'est tout à fait exact. Oui. Au niveau linguiste, c'est les linguistes roumains qui l'ont fait, et pas seulement d'ailleurs. Voilà. Mais oui, ça c'est exact, c'est normal. Moi, ça n'a rien d'étrange. Par contre, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où ces recherches dont vous parlez ont été faites, ce serait mieux si madame avait un micro. Ah oui, c'est fini. Oui, mais on vous entendra mieux. On entend une partie du dialogue. On m'entend là? Oui. Oui, je voulais dire, c'est tout à fait normal, en fait, que les Roumains, parce qu'à l'époque, je ne sais pas trop à l'époque où sont sortis vos livres, il faut se rappeler que quand la Roumanie est devenue libre, entre guillemets, ils ont eu besoin de reconstruire leur histoire. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu le phénomène qu'on retrouve aussi en Turquie, même si ça n'a rien à voir. C'est qu'on restructure l'archéologie pour la mettre à son avantage. Donc en fait, ça s'est souvent passé comme ça. Donc à la limite, on retrouve effectivement des bases d'Indiens, ou d'Indis, comme vous voulez, dans le langage rock, mais pas seulement. Pas seulement, tous les peuples indo-européens ont les mêmes racines. C'est tout à fait normal. Vous parliez également des hommes peints en bleu. C'est vrai que dans le... C'est pas peint en bleu, c'est la peau bleue. Oui, mais oui, je suis d'accord. Il faut savoir que chez les Indiens, ça a une signification religieuse, et que ce ne sont pas les seuls peuples qui se maquillent en bleu. Ça peut être ou la paix, ou la guerre, ou la mort. Et en fait, vous avez chez une partie des Celtes qui sont aussi indo-européens, qui ont cette fameuse peinture bleue qu'on se met pour se protéger pendant les périodes de guerre. Voilà, ça vient un petit peu là. Ce sont des choses anciennes qu'on a justement à partir du moment. Enfin, quand les Celtes ont débarqué justement d'Inde, parce qu'ils ont effectivement la même culture. Alors, ça semble, à lire le livre, hein, donc c'est le tome 2, la déesse bleue, c'est une autre race humaine en quelque sorte. Parce qu'en fait, non seulement elle a la peau bleue, mais en plus, elle a ce qui pour nous est blanc des yeux, chez elle c'est jaune. Donc, voilà. On a une question par ici. Alors, rebonsoir monsieur, et cette fois-ci je m'adresse bien à vous, que c'est pas ma erreur cette fois-ci. Oui, vous évoquiez tout à l'heure dans le, je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e livre, enfin, différents événements où les Américains en coopération avec les Roumains ont découvert par exemple des zones de pénétration intraterrestre, etc., ou même certains ont décidé accidentellement, etc. Est-ce qu'il y a eu allusion par notamment les Américains ou autres du contexte de ces découvertes apparemment donc de lieux exacts, c'est-à-dire pas uniquement archéologiques, mais donc de qualité dont on revient ou pas, très concrète, en relation avec les événements qui ont eu lieu, parce qu'au moment du changement de pouvoir de la révolution en Roumanie,
peu de temps avant que Ceausescu soit passé par les armes, enfin, exécuté, il était lui-même, paraît-il, d'après certains reportages de l'époque, au balcon, il s'adressait au peuple roumain. Il essayait de maîtriser les événements qui étaient donc en agitation partout, déjà armés, et il affirmait, paraît-il, au balcon, à Bucarest, qu'il y avait parmi les combattants, les révolutionnaires, des êtres étranges, des êtres supérieurs, des êtres étrangers à l'humain qui participaient aux luttes communes. Est-ce qu'il y a eu une corrélation avec les découvertes en question? Aucune idée. J'avoue ne pas connaître, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors après, le lien entre ces découvertes et le contexte politique, il est évident qu'il existe. Il est évident qu'au moment où les Américains ont refusé complètement que la révélation soit faite, c'est les Américains qui ont bloqué toute révélation. Le Vatican lui-même était partisan de révéler les choses très progressivement. Après, des choses comme l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN, les contreparties que la Roumanie a pu avoir à ce moment-là pourraient être liées à ce contexte, puisque c'est juste après ça que ces événements sont passés. D'autres questions? C'est bon. Et la question, c'est une question par Denis Barry. Et les ovnis dans tout ça? Alors, et les ovnis dans tout ça, on en voit deux après la crucifixion, qui sont effectivement décrits dans un des bouquins, dans le 3. On a les squelettes de reptiliens probablement sous la pyramide. Bon, on a des choses comme ça. Alors en ce qui concerne les géants, on a aussi le fait que les annales qu'il y a dans la pyramide, la mise à jour des données qui concernent l'histoire de l'humanité, ça s'arrête au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire ça signifierait que probablement les géants qui ont habité ce lieu sont partis. Donc sont partis, on va dire ailleurs, quoi. Monsieur, ailleurs au-dessous. Alors moi je suis arrivé à la fin, vous avez vu, donc il y a pas mal de choses que j'ai loupées. Vous avez peut-être déjà répondu à mes questions. Mais est-ce que ça a été relié, toutes les hypothèses par rapport à ces géants, comme vous dites, est-ce que ça a été relié, par exemple, à ce qui a été mentionné dans la mythologie sumérienne, par rapport à certains vestiges, la taille de certains tombeaux qu'on a trouvés, de sarcophages comme en Égypte ou d'autres civilisations, ce genre de choses-là, est-ce que ça a été relié à ces mythologies-là ou la recherche que vous avez faite sur Alors, moi j'ai pas... alors, j'ai fait recherche, j'ai lu les 4 bouquins en anglais. J'ai été en Roumanie, j'ai essayé de me documenter autour. Après, j'ai pas fait vraiment de recherche exhaustive sur le sujet. Effectivement, des squelettes de géants, on en trouve dans un certain nombre de régions du monde. En Roumanie, manifestement, on en a trouvé. J'ai entendu aussi parler de squelettes de géants en Bosnie, par exemple, pas très loin de la zone des pyramides de Bisoko. Donc il y a visiblement des squelettes de géants dans plusieurs régions du monde, même dans beaucoup de pays du monde. Après, lien avec des événements ou des héros de mythologie ou de légende ou de l'histoire, je ne peux pas les faire, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que la disparition de ces populations, en partie, aurait été liée à la... c'est vraiment une politique que je connais pas beaucoup, à la montée rapide des eaux à la fin de la période glaciaire et enfin, le gros changement climatique qu'il y a eu il y a très longtemps. Ouais. Peut-être que des populations ont quitté la Terre à ce moment-là. Les géants du Boussédji, je vous dis, 5 siècles après Jésus-Christ. Donc
c'est bien après. Une petite dernière question qui a rien à voir, c'était plus pour par rapport à la théorie de la Terre creuse que je ne connais pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont relié cette théorie au pôle, qui auraient eu des accès à ces cavités souterraines par les pôles. Alors, c'était du fantasme, je ne sais pas, j'ai entendu. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas non plus vous répondre là-dessus directement. Ouais. Antarctique, oui, Antarctique. Alors, dans le dernier des bouquins, il y a un chapitre qui s'appelle Hotspot in Antarctica, et en fait, il y a une visite de Radu Sinamar au moment. Alors, Radu Sinamar, donc, qui était au début seulement la main qui écrivait les bouquins pour César Brad. Après, il est intégré dans le département 0. Et la première chose qu'il va faire, c'est un stage de remote viewing aux USA. Donc c'est de vision à distance, hein, pour traduire. Et juste après ça, enfin, il était en train de terminer quand il est appelé pour revenir en Roumanie pour aller sur un endroit où on a une observation à faire, très, très chaude, on va dire, puisque la glace a fondu sur 200 mètres d'épaisseur à un endroit précis en Antarctique à ce moment-là. Et une construction, un émetteur qui se trouvait sous la glace est apparu. Et alors après, le bouquin ne dit pas beaucoup plus, hein, mais il dit que cet émetteur a été en relation à la fois avec la Roumanie et avec une planète du système solaire, je ne sais plus laquelle, loin quoi. Loin. Une petite chose pour répondre à la question et les ovnis dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui est suggéré à travers ce qui a été dit, c'est qu'une confrontation violente qui s'est trouvée en Europe centrale à une époque aurait donc occasionné la migration vers l'Inde, et qu'à ce moment-là, les mythologies se rapportant aux Vimana et autres objets, enfin autres engins supposés extraterrestres, en fait, seraient de la Roumanie. Ça pourrait être ça, et il est même fait mention dans le texte du bouquin d'utilisation de bombes nucléaires. Question ? Oui, il y en a deux au fond. Oui, pour répondre à la question du jeune homme, là, voilà, pour répondre à la question sur le lien entre les pôles et la théorie de la Terre creuse, effectivement, il y a un lien très étroit qui s'appelle, c'est le mythe, pour parler de mythe, hein, pour pas avoir un discours fermé, ouvert, le mythe de l'Hyperborée, qui n'est pas en fait un mythe, mais qui est une ouverture au pôle Nord, donnant ce qui serait l'accès privilégié effectivement à la Terre creuse. Il y a l'équivalent au pôle Sud, mais qui est effectivement, ça a été mentionné, recouvert de glace, donc le trou est bouché. Ce serait donc les accès privilégiés à l'intérieur de la planète creuse je dis bien que serait, la Terre. Voilà. Il y a un lien très très étroit, et dans la mythologie, je parle de mythologie parce que pour moi c'est ouvert sur le sujet, le mythe de Tulé, etc. Effectivement, des géants, parmi d'autres races, peupleraient l'intérieur de la Terre. Voilà, si tu veux compléter. Non, voilà, merci. Oui. Oui, c'est moi qui suis là. Une petite précision, très court. Est-ce qu'on pourrait relier donc, cette race de géants qui, quelque part, c'est une ancienne civilisation, et l'Antarctique par rapport aux vestiges d'anciennes cartes qui ont été retrouvées et qui datent d'avant, en tout cas, voilà, il y a d'autres cartes, c'est pas le cas de Perry Rice, et qui sont visibles, on peut les voir, et elles ont été datées déjà d'une certaine époque. Donc, est-ce que c'est lié à certaines anciennes civilisations, ou je sais pas moi, je sais pas. J'ai vu effectivement d'anciennes cartes montrant les côtes de l'Antarctique.
non couvertes de glace. Après, je ne peux pas tirer de conclusion sur ça, quoi. Donc je ne peux pas vous répondre plus. Je tiens à remercier le sujet et l'ensemble des orateurs qui se sont exprimés parce que c'est vraiment, on touche des choses très intéressantes. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis d'être parmi vous. Alors, au fond, vous pourrez ici, j'ai amené les 4 livres en anglais, alors c'est les miens, donc vous pourrez les regarder. Ah, il y a encore une question. Monsieur Daniel, j'avais juste une dernière question à vous poser. Est-ce que Monsieur Sinamar est toujours vivant? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il est contactable? Non. Ah, a priori. Donc on ne peut rien vérifier finalement. Vérifier, non, en fait, si vous voulez, les vérifications, moi quand j'ai été sur place, par exemple, voilà ce qu'on a fait avec mon ami. On était logé donc dans je sais pas, une auberge de montagne, on va dire. Et on a demandé en anglais aux personnes qui tenaient l'établissement s'ils avaient entendu parler de choses en 2003 sur la montagne à côté. Ils nous ont répondu non, on n'était pas encore là, on n'était pas là. Et en fait, après, on a été à un foyer de secours en montagne qui se trouvait juste à côté, qui faisait aussi école d'alpinisme. Et là, on a trouvé une personne qui parlait anglais, donc on lui a reposé les mêmes questions. Elle nous a dit oui, en 2003, il y a eu des choses. Il y a d'une part des soldats qui sont venus, on leur a dit qu'ils venaient faire de l'entraînement en montagne. Et il y a du matériel très sophistiqué de détection électromagnétique qui est venu et on leur a dit en raison d'émissions venant du Busenji qui pourraient perturber les émissions électromagnétiques. C'est l'explication officielle qu'on a donnée aux habitants. D'accord, mais si je comprends bien... Donc ça correspond au fait qu'il s'est bien passé quelque chose en 2003 dans cette région. D'accord, mais on est face à une série de livres écrits par un monsieur qu'on ne peut pas rencontrer. Tout à fait. D'accord, c'était ma conclusion. Oui, tout à fait. Alors, sauf que Peter Moon a eu des contacts indirects par le biais de l'éditeur. L'éditeur roumain est un moyen de contact indirect. Ouais. Bon, nous sommes en... Alors, au fond, vous pourrez regarder, mais sans les prendre évidemment parce que c'est les miens, les exemplaires, les bouquins en anglais, donc on peut commander sur Amazon si on veut les lire en anglais. Le texte du premier livre est en PDF en anglais, et par contre, la traduction d'un livre qui résume le principale chose du premier bouquin, c'est-à-dire sur la découverte du Busenji, se trouve en français. Hein. Alors il y a un site, alors là ça se voit pas bien, j'ai imprimé une dizaine de feuilles où vous pourrez avoir le lien pour aller lire vous-même, voilà, en français. Très bien, on va remercier Daniel pour cette prestation de ses idées, de ses principes, de sa lecture et sa découverte. Et moi je vais encore réenfoncer le clou. Donc le mois d'avril, ça ne sera pas le premier mardi, mais ça sera bien le deuxième mardi, ce qui sera le 12 avril. Et nous aurons M. Xavier Passot, qui viendra nous parler de ce que, bien qu'il ait arrêté, qui a terminé, son remplaçant est déjà en place, mais son remplaçant, j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir, il s'appelle M. Jean-Paul Agut, qui est aussi quelqu'un du CNES, qui a passé plus de 20 ans au CNES, qui a travaillé jusque-là au CNES, et qui maintenant a pris la suite du GEIPO. La seule chose, c'est qu'on n'est pas sûr que ce monsieur puisse venir encore. De toute façon, il n'aura peut-être pas encore grand-chose à nous dire, puisque Xavier Passot reste malgré tout encore en semi-fonction jusqu'à la fin du mois d'avril pour aider le nouveau représentant du GEIPO. Donc, ce seront les personnes qu'on aura le 12 avril. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon retour.